Et on va terminer cette matinale avec la dernière interview, une interview politique qui a été lancée le parti Avenir 2012. Il s'agit du premier parti en France à être dirigé par une transsexuelle. Brigitte Goldberg se lance dans la course à la présidentielle 2012 et elle est avec nous. Bonjour Brigitte Goldberg. Bonjour et bonjour à vos éditeurs. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la présidente d'Avenir 2012. Alors comment vous est venue l'idée de vous présenter à la course aux 500 signatures ? Eh bien, elle nous est venue tout simplement parce que notre parti est issu d'un collectif LGBT qui s'appelle Trans-Europe et on s'est aperçu assez rapidement, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'il y avait une espèce de manque quelque part, c'est-à-dire qu'il y avait un mécontentement de la population vis-à-vis de la politique actuelle, puisque 3/4 des gens ne sont pas satisfaits de la politique du gouvernement, et que de l'autre côté, au niveau du Parti socialiste, on se préoccupait apparemment plus des ambitions personnelles que du fait de proposer un projet de société et de résoudre les problèmes de nos concitoyens. Donc on a voulu pallier à cette absence de projet politique en proposant un projet qui repose sur des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire le respect, la tolérance et la liberté. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Alors vous dites que c'est un parti comme les autres, mais différent. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que nous sommes quelque part un parti, je dirais, classique au sens où nous avons un programme. On n'est pas un parti ni communautariste, ni qui ne se veut pas représentant d'une communauté particulière, mais disons que nous défendons certaines valeurs qui sont des valeurs proches de celles de cette communauté LGBT. Et d'un autre côté, c'est vrai que nous avons une différence, puisque nous avons quand même une présidente qui est la première femme politique française à s'affirmer comme une personne quelque peu différente, et c'est ça que nous revendiquons, parce que la différence est une richesse. Est-ce que vous avez déjà touché à la politique ? En tant que journaliste, j'ai eu l'occasion de travailler dans quelques radios locales et de faire des interviews politiques, donc j'avais une petite expérience dans ce domaine. Mais pas en tant que femme politique ? Non, parce que je n'ai jamais désiré appartenir à un parti existant, dans le sens où ça me semblait difficile d'avoir à faire affirmer des positions qui n'étaient pas forcément les miennes. Alors, Avenir 2012, il se situe de quel côté de l'échiquier politique ? Alors je dirais que nous sommes au centre-gauche, dans le sens où nous voulons à la fois une politique pragmatique et réaliste, c'est-à-dire proposer des solutions qu'on puisse appliquer, et en même temps relancer la croissance avec ce type de solution en aidant les PME par un certain nombre de mesures. Et d'autre part, nous sommes très attachés à ce que j'appelle la justice sociale, qu'il faut rétablir absolument dans ce pays. Il faut vraiment rehausser le pouvoir d'achat des classes moyennes. Il y a eu un débat qui est actuellement en cours sur les aides sociales que nous trouvons totalement indécent, parce que je ne pense pas que les gens qui sont au RSA le soient par plaisir. Donc il est nécessaire de maintenir ce que nous appelons ce système à la française, les services publics. Donc nous sommes aussi bien attachés à une politique, je dirais, de croissance économique qu'à une politique vraiment spécifiquement française sur laquelle repose, disons, la base de la justice sociale. Alors justement, dans votre programme politique, vous souhaitez une augmentation du pouvoir d'achat. Concrètement, comment vous allez mettre en place cette augmentation du pouvoir d'achat alors qu'on sait qu'aujourd'hui la France est en pleine crise économique ? Alors nous pensons que nous avons un système fiscal qui est totalement aberrant, qui fait que lorsqu'une personne est riche, moins proportionnellement elle paye d'impôts. Et c'est exactement le même fait. Les grosses entreprises, par exemple, sont imposées à un taux moyen de 13%, alors que les PME payent quasiment 30% d'impôts. Donc nous avons un système qui privilégie les gens qui n'en ont pas besoin et qui sont d'ailleurs les plus aisés dans nos classes sociales. Nous désirons donc réformer cette fiscalité, supprimer les niches fiscales, en tout cas ces niches-là qui concernent des populations qui n'ont pas besoin d'en bénéficier, et cela va réaliser plusieurs dizaines de milliards d'économies. Ça va permettre de réduire la CRDS et de supprimer la CSG, ce qui veut dire que d'un côté, les salariés auront moins de charges, ce qui correspondra à une augmentation de salaire, donc une augmentation du pouvoir d'achat, et de l'autre côté, les entreprises, et en particulier les PME, auront moins de charges patronales, ce qui les rendra plus compétitives et permettra une relance de la croissance. Est-ce que vous ne pensez pas que les autres partis politiques ont déjà pensé à ça ? Écoutez, moi, ces propositions-là, je les ai pas vraiment vues de manière concrète et applicable chez d'autres partis. Donc, votre programme politique ne se porte pas que sur le LGBT, ça se porte également sur l'économie, le sociétal ?
Absolument, sur le sociétal, sur le culturel, et d'ailleurs je tiens à saluer par exemple une ville comme Nantes qui a ce fabuleux festival royal de luxe qui commence le 27 mai, si mes souvenirs sont exacts. 25 mai. 25, pardon, excusez-moi, oui c'est vrai. Et donc nous sommes attachés aussi à une politique culturelle, à une politique agricole qui soit aussi qui permette une juste rémunération des producteurs. Nous sommes attachés sur des problèmes sociétals effectivement, sur les problèmes sociaux liés à l'insertion des personnes en difficulté et des chômeurs de longue durée. Nous abordons également les problèmes liés à l'énergie. Nous abordons, je pense que nous sommes de ce côté-là un parti politique plutôt classique dans le sens où, je vous dis, nous n'avons pas d'orientation spécifique vraiment LGBT à ce niveau-là. Au niveau de notre programme, nous abordons vraiment tous les sujets qui concernent la société actuelle. Alors justement, vous avez parlé d'écologie, d'environnement. Il y a quelques mois, il y a eu au Japon la catastrophe de Fukushima. Est-ce qu'il faut, que faut-il faire concernant les centrales nucléaires en France ? Alors, je crois que, la centrale de Fukushima avait une quarantaine d'années, a été construite par General Electric et avait un système de fonctionnement qui n'est pas comparable au système des réacteurs français qui sont à eau pressurisée et qui ont 2 systèmes de refroidissement alors que la centrale de Fukushima n'en avait qu'un seul. Bien. Je crois par contre une chose. À l'heure actuelle, EDF Areva est détenu quasiment à 100% par l'État. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut simplement constituer des commissions d'experts désignées par le Parlement, qui soient des commissions indépendantes et qui puissent avoir accès à tous les documents, à tous les événements ayant lieu dans ces centrales, puissent réaliser toutes les visites nécessaires et prendre toutes les dispositions qui devront être exécutées par EDF et Areva afin d'assurer la sécurité. Je ne pense pas à l'heure actuelle qu'il soit réaliste d'envisager une sortie de l'énergie nucléaire dans le sens où il faudrait, pour remplacer les centrales actuelles, plus de 200 000 éoliennes. Ce qui est assez énorme et considérable. On peut concevoir par contre, et Areva ce projet, de mettre des éoliennes offshore. Il y a un projet pour à peu près 3000 MW qui représente 2 centrales EPR. Nous pensons également qu'il serait bon de développer des prototypes de centrales permettant de faire ce qu'on appelle du cracking d'hydrogène, c'est-à-dire de fabriquer de l'hydrogène pouvant se substituer au pétrole et être un carburant d'avenir pour notamment les transports routiers. Et au niveau de la politique extérieure, que compte faire, quel est votre programme par rapport à la politique extérieure ? À l'heure actuelle, on a pu constater que la politique mondiale était extrêmement aléatoire. Les événements qui se sont produits, que ce soit au Maghreb, en Côte d'Ivoire, nous montrent que nous sommes dans un monde extrêmement fluctuant. Nous pensons que la France doit défendre certaines valeurs, qui sont les valeurs républicaines. Maintenant, il est évident qu'il y a toujours un équilibre à maintenir entre, je dirais, les nécessités économiques et le respect des valeurs politiques. Et c'est toujours un équilibre délicat et je pense que ça peut être seulement jugé au cas par cas et qu'il est impossible de définir une politique globale à l'heure actuelle étant donné la disparité des situations au niveau des différents pays qui connaissent actuellement des troubles relativement importants. Je pense notamment à la Libye. Justement, au cas par cas, on va prendre un exemple. Hier, un nouveau soldat, le 57e soldat français a été tué en Afghanistan. Est-ce qu'il faut encore laisser les troupes françaises au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan ou les retirer ? Alors nous sommes là face à une situation effectivement extrêmement complexe, dans le sens où il y a une inadéquation entre les moyens employés classiques de l'armée française ou même de l'armée américaine présente en Afghanistan et les moyens employés par Al-Qaïda qui se font dans la population, ce qui fait que les forces armées ne savent pas honnêtement à qui elles ont affaire lorsqu'elles investissent ces villages. Je pense pour ma part que la présence française en Afghanistan ne se justifie pas dans le sens où nous n'avons pas ni les moyens par rapport aux Américains notamment, qui comptent peut-être se retirer aussi, mais nous ne disposons absolument pas des moyens nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité dans ce pays. Et je pense que nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème du terrorisme par ce type de moyens. Je pense qu'il faut vraiment développer les moyens d'information, de renseignement et les moyens d'intervention par des équipes tout à fait spécialisées dans ce domaine. Donc retirer les équipes, les soldats français de la Force internationale d'assistance. Je pense que ça serait une mesure nécessaire dans le sens où malheureusement c'est des pertes de vie humaines qui ne sont pas justifiées par une réelle efficacité.
Alors, à 8h15, on était avec Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière, alors qu'aujourd'hui se tient un comité interministériel à Matignon, alors que au mois d'avril, les chiffres sont tombés, plus 20% de morts sur les routes par rapport à avril 2010. Que faut-il faire en matière de sécurité routière? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la sécurité routière, et puis aussi ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi du terme, mais un certain racket d'État. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout des rentrées fiscales extrêmement importantes par des radars mis à des endroits où il n'y a aucun danger. Donc il faut faire un distinguo entre ces deux choses. Pour notre part, nous pensons et nous préconisons vraiment très fermement la mise en place du ferroutage, notamment pour les camions qui sont en transit, c'est-à-dire qui traversent la France sans s'y arrêter. Nous pensons déjà que le ferroutage, qui est très rentable à partir de 500 km, permettrait de libérer une grande partie de notre système routier de ces camions qui posent d'énormes problèmes de sécurité. Pour le reste, je pense que, comme on dit, tout ce qui est excessif est vain et que c'est vraiment une question d'équilibre. Si on continue, on va diminuer les vitesses, on peut descendre effectivement à 30 km/h sur route. Dans ce cas-là, on peut également laisser sa voiture au garage. Où on accepte le fait que nous avons besoin, et c'est malheureusement le cas, de véhicules personnels, les transports actuels, tels que la SNCF ou les transports régionaux ne sont pas en mesure d'assumer la totalité des besoins des gens qui vont travailler et qui ont besoin de se déplacer pour cela. Donc, il faut quand même raison garder et ne pas aller au-delà. Je pense que les chiffres en plus actuels, qui effectivement sont en hausse, se justifient par le fait qu'il y a eu une très forte augmentation de circulation due à un temps relativement clément. Donc, il faut continuer la répression ? Je pense qu'elle est arrivée à un niveau où elle va finir par devenir totalement intolérable. En plus, elle a des effets pervers dans le sens où le permis à points, par exemple, a induit comme conséquence le fait d'avoir quasiment plus d'1 million de personnes en France qui roulent sans permis, donc sans assurance, et ce qui est extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut une politique équilibrée dans ce domaine et qu'il ne faut pas céder, je dirais, à des tentations vraiment populiste et relativement déplacé. Et je pense que la sécurité routière est beaucoup plus le fait d'une politique à long terme que des mesures comme ça prises au coup, par réaction à des situations données. Et comment vous allez réussir à recueillir les 500 signatures ? Eh bien, nous comptons nous appuyer sur pas mal de collectifs LGBT existants. Je pense que nous obtiendrons sans doute le soutien d'une grande partie d'entre eux et cela nous permettra des accès vis-à-vis des... Bon, écoutez, c'est simple. De toute façon, il y a 45 000 personnes actuellement susceptibles d'accorder leur parrainage. Nous pensons que nous pouvons peut-être en trouver 500 sur les 45 000 qui font preuve d'une certaine bienveillance à notre égard. Oui, c'est déjà dur pour certains grands partis politiques d'avoir 500 signatures. C'est vrai. Grands partis, non. Je vous dirais que en ce qui concerne le PS et l'UMP, ils arrivent même à avoir bien plus que ça. Mais les partis connus... Même pour les partis connus, effectivement, c'était relativement délicat. Mais bon, c'est un exemple particulier qui est celui du Front National, dans le sens où les élus locaux avaient toujours des réticences, et elles sont tout à fait compréhensibles, et je les partage d'ailleurs, à accorder leur parrainage aux candidats du Front National. Bon, dans notre cas, de toute façon, nous revendiquons, je vous dis, notre différence. Je pense que, effectivement, ça éloignera peut-être certains parrainages, mais ça en apportera d'autres. Et je pense que sur la totalité des parrainages possibles, il me semble tout à fait pas totalement irréaliste, disons, de penser que nous pourrions avoir ces 500 signatures. Même si nous ne les avons pas, notre but de toute façon est de nous faire connaître, de faire entendre notre voix, de faire entendre notre différence et d'essayer d'apporter notre contribution au débat politique national. Et si vous avez les 500 signatures, est-ce que vous êtes prête pour la course à la présidentielle ? Eh bien, disons que... Parce que c'est nouveau pour vous. C'est tout à fait nouveau, mais je veux dire que tout homme politique a quand même, ou toute femme politique a bien commencé à un moment donné ou à un autre dans son existence. Oui, mais par des petits mandats. Oui, mais je ne pense pas que ça soit une... Je vais vous dire une chose, personnellement, je viens de la société civile, tout comme des gens comme Martin Hirsch, qui s'est retrouvé secrétaire d'État alors qu'il n'avait jamais fait de carrière politique. Et ça a été un excellent secrétaire d'État, si je puis me permettre. Martin Hirsch, qui est l'un de vos modèles.
Absolument, parce que je pense que les gens en ont un petit peu assez de voir systématiquement les mêmes têtes. Je pense que la politique devrait être une vocation et non pas une profession. Et je pense que les gens de la société civile, comme moi-même et les membres de mon parti et les responsables de notre parti, sommes très à même d'être au plus près des préoccupations des Français, dans le sens où nous vivons ces préoccupations-là. C'est-à-dire, je n'ai pas une voiture avec chauffeur, je vais faire mes courses dans l'hypermarché voisin, comme tout le monde. Donc je vis les mêmes difficultés que la plupart de nos concitoyens. J'en suis très consciente et je pense que cela permet d'avoir cette prise directe avec la réalité, contrairement à une classe politique qui s'étant professionnalisée, institutionnalisée, est devenue quelque part très en retrait de ses préoccupations et n'a plus tellement conscience des nécessités qui gouvernent notre existence. Merci beaucoup, Brigitte Goldberg, d'être intervenue en direct sur Prune. Je rappelle que vous avez lancé votre parti Avenir 2012. Il s'agit du premier parti en France à être dirigé par une transsexuelle et que vous briguez les 500 signatures afin de rentrer en course pour les présidentielles 2012. Merci beaucoup.